Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche et évidemment, comme vous le savez, tout est permis sur Bénin Web TV. Bienvenue à tous et à chacun pour ce nouveau numéro de votre émission dominicale. Nous avons convié pour vous sur ce plateau un technicien du droit, mais aussi un pratiquant de la chose politique, Clotaire Olide. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Chidi. Merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes membre fondateur du parti Bloc républicain, l'un des deux partis politiques soutenant les actions du chef de l'État à présent à l'Assemblée nationale. Vous êtes depuis quelques jours président du comité technique chargé des questions politiques, institutionnelles et électorales au sein de votre famille politique. Vous êtes depuis un an déjà conseiller technique du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement Alain Ouroula. Mais avant tout cela, en 2016, vous avez été porte-parole du candidat Sébastien Germain Adjavon et vous lui avez donc prêté vos différents services à l'occasion de cette élection, notamment pour le premier tour. Lui qui d'ailleurs apportera son soutien à l'actuel président de la République qui aura donc gagné cette élection au second tour sur une majorité de 65% des électeurs béninois. Mais avant aussi tout ça, vous avez été un acteur très actif de la société civile béninoise. Vous connaissez donc la chose publique puisque vous êtes à plusieurs reprises exprimé publiquement. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà. Et pour conduire cet entretien avec vous, je suis avec Koshimo Mbadi. Bonsoir Koshimo. J'écris pour ça. Monsieur Clotaire Olide, bonsoir. Bonsoir monsieur Mbadi. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors vous êtes juriste aussi, expert électoral, mis à part donc tout ce que je viens donc d'énumérer, c'est tellement beaucoup. Mais je vais commencer par donc ce volet qui concerne ce titre que vous avez sur le plan purement professionnel. Vous êtes juriste, vous êtes expert électoral et nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle et vous êtes conscient, vous savez qu'il y a beaucoup de dispositions aujourd'hui concernant donc les lois électorales qui posent problème ou qui suscitent quand même un grand débat dans le pays. Je vais commencer par le fameux parrainage qui aujourd'hui est perçu pour certains comme un obstacle, une manière donc d'exclure une partie donc de la classe politique à ne pas participer à cette élection présidentielle. Alors en tant que juriste, en tant qu'expert électoral, le parrainage, comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que ce système de parrainage pourrait donc conduire le Bénin vers une élection exclusive? Merci beaucoup. Bon, je tiens d'abord, avant de répondre à votre question, à dire, et je crois d'ailleurs c'est le principe de l'émission, que je ne suis pas ici avec un mandat de parti politique ou de mon ministère de tutelle. Je suis là pour m'exprimer en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique bien sûr, mais pas forcément au nom de mon obédience politique. Et de ce point de vue, je vous dirais que la question du parrainage, pour moi, n'est pas une question nouvelle. Elle n'est pas une question nouvelle parce que c'est une question sur laquelle j'ai eu à opiner déjà plusieurs fois dans une autre vie. Parce qu'en me présentant tout à l'heure, vous avez dit avec justesse que j'ai été un acteur de la société civile, ce qui est vrai. Et dans cette posture-là, déjà, puisque je me suis engagé formellement en politique à partir de 2014, sous la bannière du Parti Alternative Citoyenne, dont j'étais membre du bureau directeur national. Mais avant cela, nous étions dans le combat public et nous nous prononcions sur les questions politiques. Et au cours de certaines de mes sorties, depuis ce temps, c'est-à-dire avant 2014, j'ai eu à opiner sur la question du parrainage. Dans des ateliers, dans des séminaires organisés par la société civile, parfois même en collaboration avec des acteurs politiques, nous avons évoqué ces questions-là. Et je peux vous garantir que, tout comme moi, depuis ce temps, beaucoup d'acteurs publics appelaient ce parrainage de tous leurs voeux. Je n'ose pas appeler des noms pour ne pas choquer certains qui aujourd'hui se posent comme des anti-parrainages. Vous parlez de professeur Joël Aïvor. C'est vous qui le dites. Non, mais c'est une question que l'on pose. Oui, mais dans tous les cas. Mais pourquoi pas, je ne le cacherai pas. Oui. On a été, avec le professeur Aïvor, dans des colloques, dans des assises, où cette question a été évoquée et où ma position a été claire. C'est qu'il faut qu'on y arrive dans notre pays. Il faut qu'on institue le principe du parrainage. Parce qu'on ne peut pas continuer à aller à des élections présidentielles
avec pour seul critère de sélection des élus, de sélection des candidats à la candidature, la caution financière. Cela devenait carrément un peu trop facile, c'est-à-dire que celui qui peut trouver la caution qui est demandée sans autre forme de procès, et voilà, il est candidat, il se lance, et vous vous rendez compte à la fin du jeu qu'il s'en sort avec peut-être 0,0 quelque chose %, il ne convainc personne, il n'a aucun projet de société, son intention juste c'était de dire je suis ancien candidat à l'élection présidentielle. Le principe, la classe politique, les acteurs politiques, ils sont tous d'accord sur le principe. Non, je crois que je n'ai pas toujours entendu ça. Bon, aujourd'hui, le professeur Yola l'a aussi rappelé. Le principe, on est tous d'accord sur ça. Ça, je n'avais pas suivi. Le contexte du Bénin, aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. Très bien. Alors, si on s'entend tous que sur le principe, cela ne pose pas de problème, et bien sur le contexte, oui, on peut y aller. On peut y aller, et si je dis qu'on peut y aller, je suis obligé d'en parler, non seulement en tenant compte de mon opinion personnelle, dont je viens de vous parler, sur la question du parrainage. Ma religion est faite depuis très très longtemps, mais je suis obligé d'en parler en tant qu'acteur politique. Parce que là, c'est un débat politique. Il ne s'agit pas de débat technique lorsqu'on parle de contexte. Parce que de quoi s'agit-il? En réalité, si beaucoup s'en prennent au contexte aujourd'hui, on peut rallier tout ça à une même cause, c'est les élections législatives de 2019. Parce que s'il n'y avait pas eu cette élection-là dans le contexte où elle s'est tenue, avec le résultat que cela a donné, on ne serait pas là aujourd'hui à dire tel groupe politique n'a pas de parrain ou tel autre en a. Parce que c'est parce que les acteurs, surtout de l'opposition, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu aller aux élections législatives en 2019. N'ont pas pu. Oui, moi, ma religion, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Parce que moi, je suis factuel sur ces questions-là. Parce qu'il s'agit de rapports de force politique. J'ai été acteur de la société civile, et quand j'étais dans cette posture-là, je ne me mêlais pas trop des rapports de force politique. Mais depuis que je suis acteur politique, je suis dans les rapports de force politique. Et je sais que sur certaines questions, ça dit c'est des options à faire. Et lorsqu'il s'agit de faire des options, chacun met toutes ses stratégies dans le jeu. Chacun met tout ce qu'il a comme atout dans le jeu. Et à la fin, quelqu'un s'en sort. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile que de dire qu'ils n'ont pas voulu aller aux élections? Pourquoi je le disais? Oui, beaucoup d'acteurs politiques soutenant les actions du chef de l'État disent la même chose presque. Et ça ne vous surprend pas? Dites-nous pourquoi vous pensez. Voilà, je vais vous dire. Est-ce que quelqu'un, en tant qu'acteur politique, peut décider volontairement de ne pas aller à une élection? Très bien. Je vous ai dit que lorsque vous êtes acteur politique, vous faites des options, vous faites des choix et vous établissez des stratégies. Votre stratégie peut être de ne pas aller aux élections. Le boycott est une stratégie politique, si vous ne le savez pas. Le boycott est une stratégie politique qui peut prospérer ou ne pas prospérer. Mais dans le cas d'espèce, oui, j'y viens. Dans le cas d'espèce, rappelez-vous bien, à la veille des élections législatives, ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont de l'opposition, comment ils se faisaient appeler à l'époque? Est-ce que vous vous en souvenez? Si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous rappeler. Dites-nous. Ils s'appelaient la résistance. Ils ne s'appelaient pas l'opposition. Ils résistaient à quoi à l'époque? C'était une résistance composée de plusieurs partis. Non, je ne parle pas encore du contenu, de ceux qui composaient la résistance. Mais je parle d'abord du fait qu'ils s'appelaient la résistance. Est-ce qu'on est d'accord? Et ils résistaient à quoi? Ils résistaient à se conformer aux lois qui avaient été votées à l'époque et que eux, ils estimaient ne pas être de bonnes lois. Est-ce qu'on est d'accord au moins sur ça? Parce que nous avons tous suivi l'actualité à l'époque. Et en tant que journaliste, je sais que vous avez suivi. Et moi, je me rappelle comme si c'était hier qu'après le vote de la loi, la loi portant charte des partis politiques, qui a été votée quasiment à l'unanimité des députés de la 7e législature. On sait que les députés de l'opposition n'avaient pas donné leur accord. Non, attention, je parle de la loi portant charte des partis politiques. Oui. Elle a été votée à l'unanimité, moins le député. Exactement. Moins le député Mitopé. En dehors du député Guy Mitopé, tous les députés, mouvance comme opposition, à l'époque, avaient voté pour la charte des partis politiques. D'accord? Le code électoral, effectivement, l'opposition n'avait pas voté pour. Mais qu'à cela ne tienne, on est en démocratie. Et la démocratie, en réalité, c'est quoi, selon vous?
ce n'est que la dictature de la majorité sur la minorité et la dictature des textes de loi. C'est aussi banal que ça. Et lorsque vous êtes en démocratie, il y a une loi qui est votée et qui est votée dans le respect des procédures prévues pour qu'elle soit votée, que vous soyez content ou pas content, eh bien, vous vous conformez. Vous pouvez continuer le combat, si vous voulez être dans le combat, vous continuez dans le cadre strict des lois de la République. Mais lorsque vous dites, parce que nous n'avons pas été d'accord avec cette loi, nous refusons de nous y conformer et nous nous mettons en posture de résistant, c'est que vous décidez délibérément. Mais ils avaient tous déposé les dossiers pour se conformer. Non, attention. Il ne faut pas déformer l'histoire. Ils ont déposé des dossiers pour se conformer. Ils l'ont fait à quel moment? Rappelez-vous, ils ont résisté pendant de longs mois. Et pendant qu'ils résistaient, les autres se conformaient. Ils se sont réveillés au dernier moment pour introduire des dossiers. Et ce n'est pas la faute à celui qui doit étudier les dossiers. Si les dossiers ont été mal ficelés. Et qu'il ne disposait plus, ayant perdu tout le temps. Quand on prend le cas de l'USL, oui, dont le président d'honneur est Sébastien Adiavon, oui, dont vous avez été porte-parole et tout, oui, pour ce qui est reproché à l'USL, où on demande en griffe d'écarter le président Sébastien Adiavon parce qu'il serait donc poursuivi, bien voilà, il est condamné par la justice. C'est faux. Alors qu'en temps, au moment où son parti introduisait le dossier, il a eu quand même un certificat de... un casier judiciaire. Un casier judiciaire qui était vierge. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce cas donc, de l'USL? Attention. On est bien d'accord, il ne s'agit pas de déformation là, de l'histoire. Le casier Ce sont des faits factuels. Très bien. Oui. Le casier judiciaire est une pièce administrative délivrée par des agents de l'État. La condamnation à une peine est également un fait. Mais est-ce que le fait qu'on ait délivré un casier judiciaire vierge à une personne l'absout du fait qu'il a été condamné à une peine? Pas que je sache. Est-ce que ce n'est pas le casier judiciaire qui témoigne de ça? Justement, j'en viens. J'en viens. Je dis, le casier judiciaire est une pièce qui devrait, juste comme vous le dites si bien, confirmer la condamnation ou la non-condamnation de l'individu. Entre le fait que l'individu est condamné et que vous savez tous, on est bien d'accord tout au moins sur ça, que vous le savez tous comme moi, entre ce fait-là et le fait qu'on lui ait délivré un papier qui peut-être dit le contraire, qu'est-ce qui est plus factuel selon vous? La réalité, c'est qu'il est condamné. Mais pourquoi maintenant, s'il a pu se faire délivrer une pièce, oui, alors que la pièce dit le contraire de ce qui est, je suis d'accord qu'il y a quelque part un dysfonctionnement. Mais ce dysfonctionnement-là ne veut pas dire que la réalité de la condamnation a disparu. Or, on sait que pour être membre d'un parti politique, il faut, comme condition, il y a qu'on ne doit pas être condamné à des peines. Donc, très bien. Alors, au-delà de ce cas singulier de l'USL et de Sébastien Adiavon, le débat qui nous a amené là, c'est lorsque vous étiez en train de démontrer que l'opposition n'a pas voulu aller à cette élection législative, au point où le parrainage aujourd'hui sort et les surprend presque encore. Mais justement, retournons dans l'histoire. Vous qui avez été déjà à l'orée de l'avènement de ce principe du parrainage, vous vous rappelez que pour les législatives de 2019, non, nous parlons là, lorsque l'opposition n'a pas pu participer à cette élection et que le gouvernement, à travers le président de la République, a organisé le dialogue politique d'octobre 2019 et que les formations politiques, les partis politiques régulièrement constitués à l'époque, il s'agissait de 9 partis politiques qui avaient été conviés à ce dialogue politique, ont échangé pour, dit-on, régler les problèmes des législatives, alors qu'on n'a peut-être pas pu s'entendre, à moins que vous puissiez m'apporter les preuves contraires, sur le parrainage du dialogue politique. Comment se fait-il que la 8e législature aille à l'Assemblée, sort le parrainage, met dans la Constitution, contrairement à tout ce qui a peut-être été dit au dialogue politique? Très bien. Je constate avec plaisir ou avec assurance que vous avez évité d'être péremptoire sur le fait que le parrainage n'a pas été discuté
au dialogue national. Oui, justement, parce que vous êtes... Je n'étais pas au dialogue national, Très bien. tout comme vous. Alors, à partir de cet instant, je suis heureux que vous preniez cette précaution langagière. Oui, mais vous allez me permettre nous avons le rapport livré par le rapporteur, professeur Victor Topanou, et puis il y a le modérateur général, le professeur Dorothée Sousa, qui nous ont fait le point fidèlement. Et puis nous avions aussi des reporters sur le terrain. Moi, ce que j'ai appris, oui, puisque je n'y étais pas, oui, comme vous, oui, ce que j'ai appris, oui, c'est que la question du parrainage a été évoquée et qu'il a été question, bien entendu, du parrainage d'élus, mais qu'on n'a pas précisé de quel type d'élu il s'agissait. Au dialogue politique. Bien sûr, c'est l'information que moi j'ai. Et je dis encore, je prends la même précaution langagière que vous de ne pas m'aventurer à être péremptoire. Parce que les conclusions qui nous ont été livrées, c'est notamment l'alignement des mandats, c'est tout ce qui va avec la loi d'amnistie, par exemple. Mais le parrainage, on n'en a presque rien entendu. Très bien. Certains vous auraient également dit que la question de la vice-présidence n'a pas été discutée, n'est-ce pas? J'ai entendu également cela. Mais dans le rapport, moi j'en avais entendu. Parce qu'au lendemain du dialogue, sur les plateaux, déjà que j'avais animé, on avait eu ces conclusions. Donc vous avez appris qu'il a été discuté la question de la vice-présidence. Oui, tout à fait. Pourtant, il s'est trouvé des gens qui ont participé à ce dialogue-là pour dire qu'il n'en a pas été question. Alors pour vous, de la même manière, oui. Moi également, j'ai entendu dire que le parrainage était discuté, mais il se trouve des gens pour dire qu'on n'en a pas parlé. Alors, très bien. Qu'on ait parlé ou pas, supposons même qu'on ait parlé de cela. Très bien. Prenons cette hypothèse pour pouvoir être confortablement installés. Allons-y. Lorsque les députés de la 8e législature savent qu'ils sont les seuls dans l'hémicycle, c'est-à-dire quand je dis les seuls, eux tous soutiennent les actions du chef de l'État, et qu'ils voulaient mettre le parrainage, même s'il avait été évoqué au dialogue politique, est-ce que ce n'est pas des manigances ou des manœuvres politiques que de le mettre sous cette forme, en disant 10% des élus totaux, enfin oui, députés et maires au total. Nous avons 160. Sachant qu'ils en ont plus de la majorité. Tout à fait, sachant très bien que les autres ne sont pas là pour avoir les parrains après. Est-ce que ce n'est pas un objectif politique? Vous qui êtes expert électoral, franchement, si vous vous départissez de votre manteau d'homme politique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vicié là? Oui, il va m'être difficile de me débarrasser totalement du manteau. Oui, essayez de faire avec. Et c'est pour ça que, généralement, dans ces débats-là, j'essaie toujours de faire la démarcation entre le professionnel et le politique que je suis. Parce que j'ai les deux manteaux. Mais quelque part, toujours, ça se chevauche. Ça se télescope comme en football. C'est pour ça que, au plan purement technique, j'aime à me tenir au principe. Et sur cette question du parrainage, je suis d'ailleurs heureux que tout le monde, tel que vous venez de le dire, soit d'accord que sur le principe, cela se tient. Si on est d'accord que sur le principe, cela se tient, le reste, c'est une question politique. Et lorsque vous êtes dans un combat, je ne parle plus de débat, mais de combat politique, attendez, n'attendez pas. Non, je ne suis pas de cette religion-là, mais je dis, n'attendez pas de votre adversaire politique qui vous fasse de cadeaux. Ça ne se fait pas en politique. Moi, je suis certains acteurs politiques faire des débats d'enfants de cœur, de pasteurs et tout, mais je souris. Je dis, mais ils ne sont pas faits pour le milieu politique. Ils peuvent aller dans les églises, ils peuvent aller, comme moi, dans un passé encore récent, dans la société civile. Mais quand vous rentrez dans le débat, dans le combat politique... La finalité du combat, c'est le pays, c'est l'intérêt général. Bien entendu, mais il faut passer quelque part pour régler la question de l'intérêt général. Je ne vois pas quel est l'impact que ce combat-là de parrainage a de négatif sur l'intérêt général. On a vu ce qui s'est passé en 2019. Est-ce que vous ne craignez pas la même situation? Ce qui s'est passé en 2019 avec les affrontements, les violences. Je ne crois pas qu'on puisse encore en arriver là. Parce que nous risquons d'aller vers une présidentielle exclusive. Non, du tout. Pas du tout. Jusque-là, il n'y a que le président de la République qui est déclaré, enfin, qui a annoncé donc sa candidature. Mais voilà. Nous sommes à 2 semaines. Mais qu'est-ce qui empêche les autres qu'est-ce qui empêche les autres candidats de se positionner? Vous le savez, il n'y a que la question du parrainage qui... Non, je ne dis pas qu'est-ce qui les empêche d'être candidats. Je dis qu'est-ce qui les empêche de se déclarer. Je veux être candidat est différent de je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout ce qu'il faut pour être candidat. Vous pouvez exprimer votre volonté de candidature et de ne pas avoir toutes les pièces qu'il faut. Pourquoi je le dis ainsi? Pourquoi je le dis ainsi? Je crois que vous aurez... Mais avant que je n'aille là, pour ne pas oublier, vous savez que après le dialogue politique, il y a eu les élections communales. En 2020. C'était après le dialogue politique et après le vote des lois relatives au parrainage. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si les opposants ne savaient pas au moment des législatives que cela allait compter pour la présidentielle, tout au moins ils n'ont pas l'excuse de ne pas savoir après le dialogue politique, donc avant les communales. Mais vous savez que malgré ça, ils ne sont pas allés aux communales. Ils ont boycotté les communales. Vous n'allez pas me dire encore que ça c'est faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savaient pertinemment qu'ils auraient besoin de parrains, qu'ils pouvaient obtenir les parrains en allant aux élections communales, mais ils ont refusé d'y aller. Et cette fois-là, vous n'allez pas m'évoquer encore le schéma des législatives. Donc, c'est pour confirmer que c'est une question de stratégie politique. Si elle avait prospéré, on n'entendrait pas le discours qu'on entend aujourd'hui. Mais on a vu peut-être le sort réservé au parti FCBE à cette même communale. Quel sort lui a été à l'arrivée, 6 élus, 6 maires, capables de parrainer, ça n'atteint même pas 16 pour un seul candidat. Ça c'est la faute à qui s'ils ont eu 6 maires. Bon, ben, moi, je ne sais pas. Vous êtes bien, par exemple. Je vais vous répondre. À Parakou, où FCBE avait réussi à avoir cette mairie, par exemple, une mairie, on va dire, fondamentale pour le chef de l'État, politiquement parlant en tout cas, on se rend compte que le BR, votre parti politique, a réussi à arracher encore cette mairie. C'est encore le combat en quoi faisant? Bon, vous savez tout ce qui se passait à Parakou. Non, je veux m'assurer que vous savez. Ah, mais dites-nous alors. En quoi faisant? Peut-être non. Non, vous savez. Je sais que vous savez. Alors, mais le BR ne s'est pas levé pour aller dire, toi, FCBE, la dégager de la mairie. Vous n'êtes plus conseiller. C'était un combat politique. Même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez oublié, mais je sais que vous n'avez pas oublié. Ce qui s'est passé simplement, c'est que des personnes se sont fait élire conseillers alors qu'ils n'en avaient pas la qualité. Ils ne devraient pas postuler. Lorsque vous savez que vous ne remplissez pas les critères pour occuper le poste et que vous trichez, ça n'a pas deux noms, vous trichez pour y aller et que votre tricherie vous rattrape, vous allez vous en prendre aux autres? Non, soyons conséquents. Donc, au grand bonheur du BR. Mais on ne va pas pleurer pour ça. D'accord. Si cela va à notre avantage, pourquoi voulez-vous qu'on s'en plaigne? Nous, on veut bien gagner le maximum. Donc, on ne va pas prendre l'exemple de Parakou pour dire qu'il y a eu des coups contre les FCBE. Les FCBE ont gagné 7 communes. Et ça, c'est les populations qui ont voté. Ce n'est pas nous. D'accord? Vous en avez pris. Ils en ont perdu. On n'en a pas pris. Les FCBE, ils nous en ont perdu une. Justement parce que leur tricherie les a rattrapés. Pour moi, ce débat-là, il est fermé. D'accord. Et si les autres partis qui ont boycotté avaient accepté d'aller, peut-être qu'ils auraient eu, peut-être une vingtaine, une trentaine, et ils auraient eu des parrains. Parce que quand vous connaissez les règles du jeu, et que vous refusez de vous plier au jeu, ne vous plaignez pas après. Justement, par rapport au communal, c'est vrai, l'opposition aurait pu peut-être participer et tout, mais vous savez qu'il y a une autre question. Même au-delà de l'opposition, il y a d'autres partis satellitaires de la mouvance. Enfin, il y a certains de vos alliés politiques, je vais donner l'exemple par exemple du PLD, de l'UDBN et autres, qui ont participé à cette communale, mais qui n'ont pas pu réunir donc les fameux 10%. Est-ce que ce n'était pas aussi quand même un élément pour, entre griffes, comme je l'ai dit, écarter certaines personnes ou certains partis politiques? Parce que vous le savez, 10% au plan national, vous qui êtes expert électoral, juriste et tout, 10% au plan national pour les partis que nous avons. Est-ce que et surtout pour les élections de proximité. Voilà, pour les élections de proximité. Objectivement, est-ce que c'est solide? Très bien. Avant d'aller sur le fond de la question, quel intérêt avions-nous à justement écarter des partis qui sont nos alliés, c'est-à-dire qui sont de la même mouvance? Oui, mais on sait que cette alliance est entre griffes. On sait un peu le combat qui se mène aussi au sein de la mouvance. Mais oui, c'est des partis différents. D'accord? Nous sommes des partis différents, mais nous sommes dans la même mouvance. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on ne devrait pas être gênés que des partis qui sont de la même mouvance que nous puissent tirer leur épingle du jeu. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. On aurait pu dire, comme ils sont de la même mouvance, c'est-à-dire que si on était dans la logique que vous êtes en train de... que je sens derrière vos questions, parce que c'est ça, vous y allez avec beaucoup d'emballage, mais je sais ce que vous pensez. Si on était dans cette logique-là, et qu'on en avait vraiment le pouvoir, moi je pense qu'on aurait eu plutôt intérêt à leur permettre d'avoir des élus pour nous conforter, parce que ce sont des gens qui sont avec nous. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu atteindre le seuil de représentativité. Pour aller maintenant dans le fond de votre question, le seuil de représentativité, tout comme la question du parrainage, ce sont des choix politiques. Lorsque vous vous fixez un objectif, que ce soit en politique ou ailleurs, lorsque vous fixez un objectif, pour atteindre l'objectif, il faut des modalités. Quelles sont les modalités qui vous permettent d'atteindre au mieux l'objectif que vous êtes fixé? Toute la question est là.
Et le chef de l'État et tous ceux qui le soutiennent n'ont jamais fait mystère de l'objectif des réformes politiques. L'objectif des réformes politiques, il est simple. C'est d'aller vers des grands ensembles nationaux, des grands partis qui animent véritablement la vie politique et qui ont des répondants réels, des ancrages réels au sein de la population. Est-ce que ça a marché? Ça a marché? Si ça n'avait pas marché, le PSD aurait des élus à l'Assemblée aujourd'hui, et dans les communes aujourd'hui. L'UDBN aurait des élus. C'était ça l'objectif. Parce que deux ans après, aucun des deux, entre griffes, grands partis du pays n'ont pu désigner des candidats dans leur sein pour aller à la présidentielle. Attention, je suis encore à l'étape d'avoir de grands ensembles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'on a de grands ensembles politiques au Bénin? Quand on passe de 250 et quelques partis politiques pour en arriver aujourd'hui à une quinzaine. Certains ont dit que ce n'était que sur papier. S'il fallait véritablement... Moi, je vis la réalité au quotidien. S'il fallait véritablement respecter les thèses... Le BR auquel j'appartiens, c'est près de 70 anciens partis politiques et près de 60 anciens mouvements politiques. Donc je vis ce que la réalité dont on parle là. Mais ceux qui ne sont pas dedans peuvent parler comme vous. Est-ce que ces mouvements existaient légalement? Régulièrement, vous pouvez vous renseigner. Mais les anciens tests quand même étaient là. Et il y avait également des dispositions qui pouvaient faire disparaître automatiquement ces partis politiques-là. Non, attention, je dis, ces partis-là existaient légalement. Au regard des anciens tests, justement, donc, que vous évoquez. Parce que l'ancienne charte des partis politiques dit que si vous avez au moins 10 membres fondateurs par département, c'est bon, vous pouvez créer votre parti politique. Et vous pouvez aller aux élections. Mais après, il y a la survie. Il y a la survie, d'accord. Mais les tests actuels disent que pour créer déjà le parti politique, il faut avoir au moins 15 membres fondateurs par commune. Tout à fait. C'est déjà plus contraignant. Et maintenant, quand vous avez créé, merci, il y a la survie. Mais qu'est-ce qui nous permet de faire en sorte que cette survie-là soit une réalité et qu'en même temps, les Béninois dans leur ensemble se reconnaissent à travers ces partis? Il fallait trouver des formules. Et justement, la question du seuil de représentativité est une technique en droit pour régler ces questions-là. Et on a fait cette option-là. Encore une fois, c'est une option politique. Et non d'exclusion. Mais pas du tout alors. La conséquence aujourd'hui, c'est qu'il y a des populations qui ont des maires pour qui, entre griffes, ils n'ont pas véritablement voté. Moi, je vais vous dire une chose. Si en 2020, les démocrates d'aujourd'hui étaient déjà constitués et étaient allés aux élections, je suis sûr qu'ils auraient eu beaucoup plus de maires qu'il n'en faut pour parrainer un candidat. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Donc, vous êtes convaincu de la force de frappe? Puisque les FCBE ont pu y arriver. Or, les FCBE ne sont que des dérivés de ceux qui... Voilà. Donc, s'ils étaient restés ensemble, démocrates, FCBE de l'époque, et qu'ils étaient allés, parce que l'objectif c'était ça, c'était d'avoir des partis grands et forts. S'ils étaient restés ensemble, fois qu'ils étaient allés aux élections ensemble au communal, au lieu que les FCBE aient 6, ensemble, je suis sûr qu'ils auraient eu plus de 16. Alors. Bon, donc, si nous ne nous ont pas permis d'atteindre l'objectif, d'expérimenter l'objectif qui était prévu, pourquoi c'est à nous qu'on veut s'en prendre? Alors, Clotaire Olide, on va parler un peu de vos choix personnellement. En 2016, lorsque vous portiez la voix de Sébastien Germain Adjavon, et après ce dernier qui a soutenu le chef de l'État actuel, Patrice Talon, second tour, et donc du coup, vous étiez devenu mouvancier d'office, alors qu'au niveau de l'alternative citoyenne, vous prôniez certaines valeurs, certaines éthiques, la bonne gouvernance, le respect de la chose publique, une certaine éthique au sommet de l'État. Aujourd'hui, est-ce que le sentiment que ça a changé? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir soutenu Patrice Talon? Jamais. D'avoir été dans son système? Jamais. Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Attendez. Sur les questions de bonne gouvernance, d'éthique, ça va? Vous pensez sérieusement à comparer? C'est vrai que 10 ans, c'est difficile de comparer 10 ans à 5 ans. Vous pensez sérieusement qu'à comparer de 2006 à 2016 à aujourd'hui, vous pensez qu'en matière de bonne gouvernance, il n'y a pas eu de grosses avancées? Vous pensez qu'en matière de lutte contre l'impunité, contre la corruption, il n'y a pas eu de grandes avancées? On vous a vu également sur ce thème. Militer ardemment pour les libertés. Mais attendez, la démocratie. J'y viens, allons-y, il y en a un. Oui. Commençons. On viendra sur les libertés. Oui, allons-y. Sur la question de la bonne gouvernance, vous n'avez pas le sentiment qu'on a sérieusement avancé? Dites-nous, qu'est-ce que vous le faites dire? Parce que je vous donne juste quelques 2 ou 3 exemples. Oui, allez-y. En 2007, le président Boni Yahi a fait quelque chose dans ce pays, la marche verte contre la corruption.
par la suite, qu'est-ce que vous avez vu de manière concrète comme action pour véritablement obtenir des résultats? J'en ai pas vu beaucoup. En 2016, le chef de l'État, Patrice Talon, est arrivé. Il n'a jamais fait de marche contre la corruption. Oui, mais dans le même temps, son projet de société était intitulé le nouveau départ. Justement. Donc c'est normal qu'il ne fasse pas ce que Boni avait fait. À partir du moment il avait été choisi à partir du pour moment pouvoir rompre avec ces mauvaises habitudes que vous peignez. Vous savez ce que je ne comprends pas chez vous. Parce que là, vous relayez une certaine opinion d'une certaine opposition. Non, je ne vous incrimine pas. J'en viens. Oui. Je dis, vous savez ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette manière d'aborder les choses, c'est que vous là, tout de suite là, vous êtes en train de me mettre moi en débat par rapport à ma position antérieure. Parce que pour comparer, il faut deux choses. Et je vous comprends. Oui. Mais quand nous on veut comparer deux choses, vous dites pourquoi vous voulez comparer, on a dit qu'on va se... Mais attendez, vous voulez quoi finalement? Vous me demandez moi, vous me demandez moi, d'apprécier ma proposition aujourd'hui par rapport à hier. Ah, oui. Hier étant entendu, hier où je luttais contre le régime Boni Yahi. Oui. Mais en même temps, vous me dites de ne pas évoquer la gouvernance Boni Yahi. Bon, je fais comment? Le seul problème qu'il y a, et le fond de cette question, c'est qu'on ne tombe pas beaucoup dans le piège de la gouvernance comparative. Étant donné que si je dois vous n'était pas venu pour prôner un prolongement du système. Très bien. Alors, pour que vous puissiez saisir la rupture dont il est question, mais il faut forcément qu'on vous dise ce qui est aujourd'hui par rapport à ce qui était hier. Sinon, comment on va saisir la rupture? La rupture, là, c'est par rapport à quelque chose, si je comprends bien. Très bien, donc on va vous permettre d'aller pour pouvoir... Je peux aller. Merci beaucoup. Alors, je dis, aujourd'hui, depuis 2016, je n'ai jamais vu de marche verte, ni de marche d'aucune autre couleur. Mais je connais aujourd'hui, au moins, un fétiche qui fait peur à tous les Béninois. Je sais que vous connaissez. Ça s'appelle la criette. Aujourd'hui, là, avant qu'un agent public dans ce pays touche à quelque chose qui appartient à l'État, ça me tremble. Parce qu'il se dit, je peux me retrouver à tel endroit. Vous pensez que ce n'est pas une grosse avancée? Regardez tous les scandales qu'il y a eu sous hier. Vous voulez que j'en cite? Non, je vais vous faire grâce de ça. Je sais que vous les connaissez. Dans tous les cas, aujourd'hui, au sein donc, de votre famille politique, il y en a aussi. Lesquels? Donnez-moi des exemples et je vais réagir. Non, peut-être qu'on ne va peut-être pas citer des noms, mais on sait qu'il y a des dossiers où des gens ont été dedans et qui sont aujourd'hui avec vous. Le président de la République, voilà aussi quelque chose que vous me permettrez de relever ça. Je relèverai de toute façon. Puisque nous parlons de la criette, le président de la République, lors de les dernières journées de sa tournée, il a quelque part évoqué donc cette situation où il n'a pas vu quelqu'un donc aller porter plainte à la criette par rapport à certains dossiers qu'on crie. Et est-ce que finalement, parce qu'on a vu quand même le gouvernement être très actif sur certains dossiers qui ont été très rapidement réglés à la criette, mais pour ces dossiers-là où on cite des noms qui sont dans l'entourage du président, le président pense que bon, ce n'est pas forcément le gouvernement qui va faire des actions, mais que n'importe quel citoyen peut donc aller se plaindre à la criette. Le chef de l'État qui a dit ça, je serai à votre place, que je vais l'applaudir. Pourquoi? C'est pas notre job. Hein? Non, je dis je serai à votre place. Je sais que vous n'allez pas le faire. Mais pourquoi je le dis? Oui. Voilà quelqu'un qui a fait créer, ou bien qui a suscité la création d'une juridiction qui va connaître des crimes économiques, qui a envoyé des dossiers devant cette juridiction. Des dossiers relatifs même à des personnes qu'il a lui-même mis dans des positions, d'accord, qui ont été déférées devant cette juridiction. Et qui vous dit, je le fais, faites aussi. Mais attendez, pourquoi on ne saisit pas l'occasion pour le tester, pour le faire? Pourquoi? Est-ce qu'il a écrit quelque part que c'est lui qui doit envoyer tous les dossiers et au même moment devant la criette? Non, mais il parle brillamment de ces dossiers-là, même notamment à l'occasion de sa tournée, par exemple. Il a beaucoup évoqué le scandale de Maria Greta, par exemple. Une 40aine de milliards de francs CFA. Et je cite le chef de l'État, il dit que cette centrale n'a pas pu allumer une seule bougie. C'est vrai. Très bien. Au-delà de ce scandale, vous avez le siège de l'Assemblée nationale à l'entrée de Porto-Novo. Vous êtes même habillé très bien, comme les Porto-Noviens. 22 milliards de francs CFA. Ce sont mes beaux-parents. Voilà. 22 milliards de francs CFA à l'entrée de Porto-Novo. Très bien. Pour ne citer que ces deux scandales-là. Mais autour du chef de l'État, il y a des cadres dont les noms avaient été suffisamment cités dans des dossiers qui existent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche le système en place de pouvoir montrer sa bonne foi à l'opinion, parlant de bonne gouvernance? Je vous suis. En commençant par ces dossiers, vu leur caractère rocambolesque. Surtout que le président en parle presque mais pourquoi
voulez-vous que ce soit forcément par ces dossiers-là qu'il commence? Il a bien commencé quelque part. Qu'est-ce qui vous fait croire, qu'il n'arrivera pas un jour à ces dossiers-là? Je dis, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'en arrivera pas là? Surtout que tous les dossiers que vous citez là, et c'est là où je vous attendais, heureusement vous n'êtes pas arrivé là, tous les dossiers que vous citez là, aucun de ces dossiers-là ne s'est passé sous son mandat. Vous citez des individus qui travaillent aujourd'hui à ses côtés, des Béninois qui travaillent aujourd'hui à ses côtés et qui à l'époque étaient dans un autre système dirigé par quelqu'un d'autre. D'accord? S'il paie en noir je viens. Oui, allez-y. Laissez-moi arriver au thème de mon raisonnement. D'accord? Donc, dirigé par quelqu'un d'autre. D'accord? Si vous estimez que là où il a commencé, vous n'êtes pas encore satisfait parce que vous estimez qu'il en reste d'autres et que son rythme vous paraît lent, le monsieur vous dit, vous avez la possibilité de faire comme je fais. Il ne dit pas, ne faites pas, attendez-moi. Il ne dit pas, si vous faites, je vais bloquer. Mais prenez-le au mot, faites-le. Parce que moi, je n'ai jamais entendu ce discours-là ailleurs, de quelqu'un qui est en position et qui dit, je vous appelle à, je fais, je vous appelle aussi à. Mais faisons-le. Alors, Clotaire Olydé, lorsque sous Boni-Aï, vous étiez en train de dénoncer la malgouvernance, les cadres dont nous parlons là avaient notamment servi sous Boni-Aï. Et vous étiez en train de tenir la sonnette d'alarme. Je n'ai jamais dit, je n'ai pas encore dit le contraire jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui vous puissiez trouver que bon, ce n'est pas au chef de l'État de... Non, je n'ai pas dit ça. Et que chaque citoyen peut saisir la... N'interprétez pas mal ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit... que ce n'est pas au chef de l'État de le faire. Mais de faire comme lui. Mais je dis ce n'est pas qu'au chef de l'État de le faire. Et je dis, c'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui a les... Non, restez tranquille. C'est vous encore qui allez dire demain, il a sa charge contre tel. Je vous dis, on se connaît. Dans ce milieu-là, on se connaît bien. Je vous dis, le même chef de l'État là, quand il va dire demain, telle personne là, on va dire, ça y est, acharnement, il va prendre un compte tel, il en a compte tel. Mais si ce sont ses propres soutiens, je ne pense pas que pourtant, il le fait déjà. Et moi, je reste convaincu que ce qui reste dont vous parlez là, ça finira par venir. Mais je dis, si ce n'est pas encore arrivé, et que d'autres ont la possibilité de faire, mais pourquoi ils ne le font pas? Vous pensez que moi j'ai changé d'avis par rapport à ces scandales-là? Je n'ai pas changé d'avis, hein. Je jamais. Mais vous êtes aux côtés de ces acteurs-là. Je ne choisis pas la position politique de quelqu'un, je choisis ma position politique. Vous pouvez faire l'option de ne pas travailler dans un système que vous trouvez suffisamment impur. Parce que vous, M. Humbadji, à un moment donné, j'espère que ça n'arrivera pas, vous avez été trempé dans un scandale que j'ai dénoncé. Si 2 ans, 3 ans plus tard, vous faites l'option d'être dans un groupe politique où je me trouve, je vais dire parce que vous êtes arrivé, je m'en vais, ou bien je ne veux pas de vous partir, je ne choisis pas pour vous. Donc moi, je n'ai pas, à me préoccuper de la qualité de celui qui a choisi d'être là. Mais je constate, après vous estimez que vous allez porter d'une manière ou d'une autre la responsabilité. Tout à fait. Si le système n'est pas suffisamment pur selon vous, n'êtes-vous pas libre de partir? C'est pour ça que je dis que vous commettez l'erreur de confondre les individus avec le système. Ceux dont vous parlez, ce sont des individus. Et ce que vous leur reprochez, ils l'ont, si c'est vrai en plus, parce qu'on n'a pas encore établi la vérité des faits, mais ce que vous leur reprochez, ça n'a pas été fait dans ce système. Parlons justement de ce mais pourquoi vous voulez que moi je porte les responsabilités d'un système que j'ai combattu hier? Mais parlons justement de ce qui a peut-être été fait dans ce système. Il y a très bien, j'en veux. Ça, j'en veux. Il y a l'affaire de l'achat des motos au niveau du ministère du cadre de vie, dénoncé par Jean-Baptiste Elias. Vous vous souvenez de... Oui, et quel en a été l'issue? Attendez d'abord, il y a cette affaire. Il y a même... Quand vous évoquez une affaire, dites en même temps quel traitement, quel sort lui a été réservé. Vous ne le savez pas. Nous, on n'a plus de suite, justement. Oui. Après ça, il y a l'affaire des ambulances au ministère de la Santé. Très bien, ça fait Je prends ces 2 affaires-là. Aujourd'hui, vous n'en connaissez pas d'autres? Il y a même une 3e affaire très fumante, l'affaire de la DGI. 14 ou 4 ou 40 milliards, on ne sait plus. Très bien. Vous avez réussi à en trouver 3. Est-ce qu'il y a des têtes qui ont été épinglées aujourd'hui? Alors, les 3 affaires que vous avez évoquées, est-ce que quand ces affaires-là ont été révélées, est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction? Laquelle, par exemple? Je commence par la dernière. DGI. La personne incriminée, elle est où aujourd'hui? Vous savez où elle se trouve? Vous ne le savez pas? Non, aidez-moi.
Oui, mais là où, elle se trouve, il semblerait qu'elle fait des révélations, elle dit des noms. Non. Mais d'accord. Mais vous savez où elle se trouve, non? Vous connaissez le dynamisme, la force de la criette. Non, attendez. Allons-y, posez-moi. Oui. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Non, on n'est pas là pour en même temps que vous nous incriminez, aidez-nous aussi à dire ce qui est. Malheureusement, oui. La personne dont vous parlez se trouve en prison. Elle n'est pas à la maison. Elle n'est pas dans un ministère encore en train de se pavaner. Elle n'est pas dans un poste. Elle n'a pas eu de promotion dans un autre poste. D'accord? Ce qu'on demande à un chef de l'État, ce n'est pas d'être derrière chaque agent pour savoir si celui-ci a l'intention de voler ou de ne pas voler. Parce qu'on ne peut pas sonder les intentions de vous qui êtes devant. Mais ce qu'on lui demande, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui est signalé, qui est révélé, qu'il prenne ses responsabilités. Et dans le cas d'espèce, ce qui est arrivé à ce monsieur-là, je n'en ai pas vu avant par rapport à ce que vous avez dénoncé tout à l'heure et dont vous dites que les acteurs sont encore avec nous. S'ils avaient subi ce sort-là, ils ne seraient pas avec nous. Donc, curieusement, je prends l'exemple non, mais attendez, il n'a pas pu dérober à lui tout seul 40 milliards ou les chiffres qu'on avance. Encore pour la transparence de ce dossier, pourquoi n'avons-nous pas les chiffres réels, documentés? Pourquoi on semble noter une certaine opacité autour du dossier de la DGI? Le temps politique n'est pas le temps de la justice. Mettez-vous ça dans la tête. L'acteur politique, le chef de l'État est un acteur politique. Il n'est pas juge. Il n'est pas un acteur de la justice. Son devoir, lorsqu'on lui a signalé, il y a telle situation, c'est de dire, la personne incriminée, mettez-la à la disposition de la justice. Quand il a fait ça, il revient à la justice maintenant d'établir les faits, de situer les responsabilités et de prendre les décisions à prendre. Le dossier n'a pas été classé encore. Le dossier en instruction devant la justice. Mais que voulez-vous que le chef de l'État fasse? Vous voulez qu'il aille devenir juge? Avant de passer à notre dossier, êtes-vous satisfait du traitement de ce dossier aujourd'hui? J'attends l'aboutissement de son traitement. Au moins du début jusqu'à présent. Ça va. Jusqu'à présent, je suis satisfait de la réaction qu'a eue celui que j'ai soutenu et que j'ai élu. Qu'on appelle Patrice Talon. Évidemment. Ayant appris qu'il y a telle situation, a dit, attention, il faut faire telle chose. Moi, j'ai suivi. Je suis satisfait de la réaction que ce monsieur-là a eue lorsqu'on lui a signalé qu'il y a eu tricherie dans les concours d'entrée à la magistrature. Et c'est des choses comme ça que moi je demande à un chef. Mais je ne lui demande pas d'être un devin ou un magistrat. Valentin Dianoté disait récemment que si c'était au temps de Boniaï, par exemple, que vous aviez combattu, je le cite, le directeur général des impôts, par exemple, ne serait plus là. Vous avez dit que qui a dit ça? Vous avez bien entendu. Ça fait marrer. C'est drôle. Peut-être on va pas parler de... Attendez, quand on veut citer des exemples, il ne faut pas aller chercher des gens qui ont été déjà à l'œuvre et qu'on a vu faire. D'accord. Il faut aller chercher des gens qui n'ont pas encore fait. Parce que, je vous ai dit, les scandales que vous avez cités tantôt, sous l'Ancien Régime, on sait comment ça a été traité. Et celui dont vous parlez est un des dignitaires de l'Ancien Régime. Donc, pardon. Donc, vous ne voulez pas parler de lui. On ne parle pas de lui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que on aurait pu faire quand même tomber des têtes dans ce dossier-là? Mais je ne désespère pas encore que des têtes tombent. Nous sommes pratiquement à la fin. À la fin de quoi? Vous pensez que nous, on a fini? Non, vous n'avez que quelques semaines encore. Donc, après, vous finissez un mandat. Mais il en reste un autre. Donc, après, vous, c'est vous. Bon, vous pensez que nous nous engageons pour être battus? D'accord. Donc, vous pensez que si nous demandons, si nous on a souhaité que le chef de l'État fasse un second mandat, c'est juste parce que sa tête nous plaît et puis ça s'arrête là? Non, c'est justement parce que nous avons constaté qu'il est en train de faire ce que nous attendons de lui, qu'on a besoin qu'il continue encore pour consolider cela, de sorte que cela devienne un réflexe et qu'après lui, quel que soit celui qui viendra, qui ne nous ramène plus en arrière. On va revenir dans cette Donc, il a encore le temps pour régler tout ce que vous apprêtiez à nous éclairer sur les autres dossiers tout à l'heure. Par exemple, le concours frauduleux, ou je dirais les concours frauduleux, parce qu'il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Et je vous dis, sur les deux, il y a eu des réactions. Sur le premier, le chef de l'État a dit, annulez-moi le concours. Ce qui a été fait, premièrement. Deuxièmement, les personnes incriminées à la disposition de la justice. Ça a été fait. La justice a tranché. Ils ont été condamnés. Troisièmement, les personnes impliquées au sein de l'administration, limogeage.
Mais attends, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de plus? Comment est-ce qu'on en arrive là? Lorsque, par le passé, on a dénoncé, par exemple, des concours frauduleux, on a et que rien n'a été fait. La malgouvernance. Et que rien n'a été fait. Et comment est-ce que... Non, allez jusqu'au bout. Oui, comment est-ce que... Non, ne taisez pas ces choses-là. Quand vous taisez ces choses-là, vous nous donnez l'impression de couvrir des choses pour pouvoir mieux incriminer d'autres. C'est vous qui dites que rien n'a été fait. Parce que sous le régime laïque, quand on a dénoncé les concours frauduleux sous Yahi, il y a eu quoi? Dites-nous. Vous étiez là. Vous avez combattu le régime Yahi. Ou justement, dites-nous ce qu'ils ont fait. Il a fallu l'arrivée du président Talon pour que le concours soit annulé, oui ou non? Qu'à cela ne tienne. Ah, ça c'est important. Ne taisez pas ces choses-là. Aujourd'hui, vous avez dénoncé des choses sous le régime Yahi. Bien sûr. Des choses qui, quand même... Et ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Le problème, les faits sont là. Lesquels? Justement. Comment est-ce qu'on en arrive au fait qu'on ait encore des concours frauduleux? Parce que c'est vrai, après vous allez vous réjouir du fait qu'on a agi, qu'on a emprisonné des gens, qu'on a annulé des concours. Est-ce que vous trouvez que ça c'est positif? Le concours des vous ne le reconnaîtrez jamais. Bon, le concours des auditeurs, on a dit c'est quand même plus de 30 millions qui ont été dépensés pour l'organisation de ce concours-là. Après, on a annulé. Finissez. On a annulé et on a condamné les fautifs. Oui, ça, on le sait, ça c'est du factuel. Donc, dès lors que ce qui a été investi, il est demandé que ça soit remboursé. Il faut le dire pour que ça se sache. Comment on fait pour ne pas prendre des dispositions pour éviter? Parce que quand vous dénoncez des choses, quand vous venez, normalement, la logique voudrait quand même que ces choses-là je vais répondre à votre préoccupation. Tout ce que je vous demande, c'est que vous commenciez par, qu'on aille pas à pas. Reconnaissez au moins qu'il y a eu des réactions, qu'il y a eu des sanctions. Et j'espère, bon, même si vous ne le dites pas, je sais que vous avez reconnu. C'est du factuel. Très bien. C'est important de le signaler. Parce que quand vous ne le dites pas, les gens font croire à nos compatriotes que rien ne se fait. Et que rien n'a changé par rapport à avant. Alors que ça déjà, qui font le oui, mais que vous essayez d'éteindre pour qu'ils n'en parlent pas. Mais ça déjà, c'est déjà une avancée. C'est déjà une rupture par rapport à avant. Je profite pour répondre à cette question-là. Maintenant, vous dites comment on fait pour que ça ne se répète pas. Comment on fait là? C'est ça qui est en cours depuis quelques années. Comment on fait? C'est d'arriver à numériser, informatiser les procédures au niveau de l'administration. Parce que qu'est-ce qui favorise la corruption? C'est les contacts. Quand vous savez que, quand je suis agent public, et je sais que vous avez besoin de mes services, et que si vous ne me touchez pas, vous ne pouvez pas avoir, je peux vous faire chanter. Je peux vous pousser à me corrompre. Mais si vous n'avez aucun contact avec moi, et que rien que en tapant sur votre machine chez vous, vous avez ce que vous avez, quel besoin avez-vous de venir me corrompre? Donc, ce qui se fait déjà, c'est ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein de services administratifs qui sont de plus en plus informatisés, numérisés. Ça, c'est une des politiques en cours pour pallier à ces choses-là. Deuxième chose, que les gens ont, je dirais, travesti, ont traduit de 10 000 manières, alors que l'objectif était celui-là, d'en arriver à réduire justement la propension à la corruption, c'est de mettre les acteurs qui sont dans une certaine position vis-à-vis des deniers publics, dans une position où ils ne soient pas obligés d'aller prendre dans ce qui ne leur appartient pas. C'est pour cela que... J'y viens, c'est ce que je m'apprête à expliquer. C'est ça qui explique que certains acteurs de la chaîne des dépenses publiques ont vu leur salaire, par exemple, revu à la hausse. Parce qu'il y a aussi avait eu cette méthode-là. Relativement. Parce que si ça avait été le cas, je ne sais pas pourquoi des gens crieraient aujourd'hui. Vous êtes sûr que je ne sais pas pourquoi les gens crieraient aujourd'hui à ce que les salaires politiques sont trop élevés. C'est justement parce qu'ils n'ont pas compris l'objectif de l'élévation de ces salaires-là. Parce que c'est ceux qui sont dans ces positions-là qui ont plus de facilité à toucher à ce qui ne leur appartient pas. Donc en disant, écoutez, on vous met le minimum pour être à l'aise. C'est pour leur dire... Le minimum ou le maximum? Le minimum. Ça, c'est pas encore maximum. Évidemment, dans notre contexte, ça paraît maximum. Mais ailleurs, c'est rien du tout. Donc, on dit, on vous met le minimum pour que vous ne soyez pas tentés d'aller toucher à ce qui ne vous appartient pas. Bon, même si on vous met... Si après vous avez mis ce minimum-là, vous avez le culot d'aller toucher à ce qui... Là, vous allez subir les rigueurs de la loi. C'est ça, les dispositions. Quand on a fini de prendre cette disposition-là, je suis désolé, on ne peut pas aller s'asseoir à côté de chaque agent pour voir est-ce que tu vas quand même prendre. Ce qui reste à faire,
c'est de dire, si tu prends, on te sanctionne. Et c'est tout ce qu'on demande. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Alors, il y a... Et moi, je m'en réjouis. Il y a et je me sens à l'aise. Les autres affaires que j'ai évoquées, je ne sais pas si... Par exemple... J'ai parlé de l'affaire des ambulances au ministère de la Santé, des motos, par exemple. Mais c'est des affaires qui ont été évoquées et qui ont été également mises en instruction. C'est pourquoi je dis... Ça fait des mois déjà. Oui, ça peut faire... Mais entre quelqu'un qui a envoyé une affaire à instruction et qui dure des mois et quelqu'un qui n'a jamais envoyé, vous ne savez pas ce qu'il y a tellement à la justement. Ah mais c'est important parce que quand vous nous accusez là, oui, c'est par rapport à quelque chose. Bon, si on veut se défendre, il faut que ce soit par rapport à la même chose. comprenez ça. Pour le chapitre de la bonne gouvernance, pour vous, le Bénin va très bien au plan de la bonne gouvernance. Le chef de l'État pas très bien, mais quand même mieux, beaucoup mieux. Parce qu'à Dioron, il déclarait que rien que pour la bonne gouvernance, il préfère être candidat jusqu'à ce que ce soit un acquis pour chacun de nous. Absolument. Donc il a le profil parfait aujourd'hui. S'il l'a dit, oui, c'est parce que, et c'est vrai, il estime que ce n'est pas encore un acquis. C'est pourquoi je dis ça ne va pas encore très bien. Et dans cette phrase, il y a déjà mieux. Il y a un piège dans cette phrase. Jusqu'à ce que ce soit un acquis. Il n'a pas dit pour les 5 prochaines années. Au bout du second mandat, allez, explicitez-moi le piège. Je vous vois venir. Oui, mais c'est quand vous me demandez d'aller jusqu'au bout, allez jusqu'au bout. Oui, au bout du second mandat, le président se dit, bon, franchement, la bonne gouvernance, ce n'est pas encore un acquis. On continue. La Constitution va le rattraper. Mais vous savez que la Constitution, surtout que elle est retouchable, non? Que vous avez la majorité. Vous savez ce qui est écrit dans la Constitution aujourd'hui? C'est la 8e de statut qui est écrit. Je viens. Est-ce que la même 8e de statut ne peut pas aller s'asseoir? J'y viens. D'accord. Vous savez ce qui est écrit dans la Constitution? Oui, on sait, il y a un gros blocage. Lequel? Pour que le président... Rassurez-moi que vous le savez. Oui, mais on a dit que nul ne peut faire le mandat de sa vie. Oui, est-ce que la 8e législature ne peut pas retourner encore à l'hémicycle pour effacer ça? Vous pensez que celui qui a accepté ça, je ne veux pas dire a suscité ça, et qui a promulgué cette constitution-là, 1 an, 2 ans plus tard, va dire encore enlever ça, il va perdre toute crédibilité. Il a promis le mandat unique. Non, ça, bon, vous voulez qu'on vienne ce débat là? Non, on va en parler. Oui, mais moi je vous dis, garantie. Moi je vous dis, vous savez que les députés peuvent faire à tout moment réviser la constitution. On a vu encore que récemment il a dit qu'il va plaider pour qu'on puisse constitutionnaliser la descente du chef de l'État sur le terrain. Oui, bon. Des descentes que vous aviez trouvé populistes en ce temps. C'était une boutade. Sachez faire la part des choses. Très bien. Donc, au moins, voilà. Est-ce qu'on a constitutionnalisé avant qu'il fasse ce qu'il a fait? Bien. Donc, au moins, il a fait, il a trouvé que c'est bien. Au détour d'une phrase, il dit, je vais plaider. Il n'a même pas dit, je vais constitutionnaliser, il a dit, je vais plaider pour que ça soit constitutionnalisé. Bon, si ça ne se fait pas, vous pensez que ça va l'empêcher? Est-ce que ce n'est pas un alibi? Très allergique. Moi, je ne... N'est-ce pas un alibi pour aller faire quelque chose dans la Constitution? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Oui. Je vais vous dire ce que je crois vraiment. Oui. Le chef de l'État, lorsqu'il disait qu'il va faire un mandat, il était très sincère. Ça, je vous l'assure. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens, je vais y venir. Il était très sincère. Oui. Celui qui était convaincu de faire un mandat et qui, par la force des choses, se retrouve en fait deux, je ne le vois pas en train de tenter de faire un troisième. Et je vais vous dire, moi là, je vous dis, si je constate une velléité d'aller vers un troisième, je ne suis pas sûr de m'embarquer dans cette aventure-là. Alors, Clotaire, mais je ne sais pas, mais je suis convaincu qu'il n'ira pas là. Oui, prenons date. Parce que je le dis, d'autant plus que je suis convaincu qu'il n'ira pas là, parce que tel n'est pas son intention. Vous étiez convaincu mais s'il promettait le mandat unique? Oui, je l'avais cru, mais je n'ai jamais partagé son avis. Vous pouvez revoir les archives. J'étais de ceux qui disaient, pour moi, en l'état actuel de notre... Pas parce que je suis contre le mandat unique dans l'absolu, mais parce que j'estime que dans l'état actuel de l'évolution de notre démocratie, de notre sociologie, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident que cela soit déjà expérimentable tout de suite. Ça a toujours été ma position. Je n'ai pas encore changé. Demain, pourquoi pas? Mais il faut d'abord qu'on arrive à un certain niveau de conscience et de maturité de nos compatriotes. Et sans vouloir leur faire injure, je ne pense pas qu'on en soit déjà. Alors, parlons justement de cette question du mandat unique. Le chef de l'État, lorsque il disait, il insistait avec presque une grande sincérité. Non, c'est pas presque, il était sincère. Très bien, c'est vous qui le dites. Et il dit qu'il va faire le mandat unique. Qu'il va faire le mandat unique. Et qu'il va mettre ça dans les réformes politiques et institutionnelles, tout le temps. Et qu'il a été élu président de la République. Le 6 avril, à l'occasion de son discours d'investiture, il a répété la même chose. Même après.
Très bien. Le 1er août 2016, à l'occasion d'un entretien télévisé, Je confirme. notre confrère André Dossa lui a posé la question, si la réforme ne passait pas, Oui. qu'est-ce que vous faites? Très bien. Et il dit, je voudrais que tout le monde soit sûr et certain d'une chose. Deux adjectifs qualificatifs. Sûr et certain. Si le mandat unique, cette réforme ne passait pas, dans tous les cas, à titre personnel, je ferai le mandat unique pour montrer à mes concitoyens que j'y crois. Une exigence morale. Et que en 5 ans, on peut faire le job. Non, et qu'en 5 ans, on peut faire le job. Oui. Et pour laisser la tâche à une autre personne, que nul ne peut construire à lui tout seul une nation entière. Il a dit. Lorsque le 4 avril 2017, la 7e législature, par le biais de 22 députés contre et une abstention, dont 23 au total, bloque la recevabilité du projet de révision constitutionnelle, et que le 7 avril de la même année, il dit, j'aviserai par rapport à sa candidature, est-ce que ce n'était pas une façon d'abîmer l'image de l'homme politique à travers sa parole donnée? En disant, oui, le 7 avril, quelques jours après le rejet, lorsqu'il dit, si par extraordinaire, la réforme ne passe pas, je vais le mandat unique, et que ça ne passe pas, et il revient sur sa parole, c'est comme la règle de 3 qu'on enseigne même aux petits à l'école. Est-ce que ça ne vient pas vraiment abîmer l'image de l'homme politique? Très bien. Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit tout à l'heure, et je continue de dire, moi je suis convaincu que le chef de l'État était sincère quand il disait qu'il va faire mandat unique. La preuve, tout ce que vous avez cité là. Et Dieu merci, je sais que vous n'allez pas me contredire quand je vous dirai que à partir du 7 avril 2017, il n'en a plus jamais parlé. On est d'accord? Mais jusqu'à ce jour-là. Bon, après, il a accordé une interview à la télévision France 24 où il posait 3 conditions pour être candidat éventuellement. Je dis, à partir de ce 7 avril 2017, il n'a plus jamais dit qu'il fera du mandat unique une exigence. On est d'accord? D'accord? Tout à fait. Très bien. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que le 7 avril 2017 a été un tournant. Oui, pourquoi? C'est ça que nous tentons de comprendre. Non, c'est là où je vais en venir. Vous voyez, le chef de l'État, le président Talon, même s'il était dans l'arrière-cour des acteurs politiques, n'a jamais été un acteur politique de premier plan. Et lorsqu'il prenait le pouvoir en 2016, il a d'ailleurs dit, l'idée pour lui, c'était de faire une certaine transition. C'est de faire une certaine transition. Et donc, au cours de cette transition, l'objectif, c'était de mettre en route un certain nombre de réformes qui allaient permettre au pays de décoller enfin, surtout sur le terrain du développement. Et c'est ces réformes-là qu'il avait déjà énoncées dans son projet de société devenu plus tard le programme d'action du gouvernement. Alors, lorsque se fondant tout cela, le monsieur est convaincu qu'au bout de 5 ans, il aura posé les bases qu'il veut poser et qu'il va s'en aller. Et qu'il dit, les bases dont je parle, les voici, les voici, les voici. Donnez-moi les armes pour que j'y aille. Et que vous dites, non, on ne te donne pas. En clair, ça signifie quoi? Ça signifie, j'ai besoin de cette arme pour faire le job en tel nombre de temps. Vous dites que vous ne me donnez pas. Ce que j'aurais dû faire peut-être en une semaine ou en un an, vous m'obligez à mettre au moins 2 ou 3 ans pour le faire, puisque je n'ai pas les armes pour le faire. Il y a d'autres possibilités. Lesquelles? Je voudrais qu'on soit clair. Les armes dont vous parlez, est-ce que vous évoquez le rejet de la Les armes dont je parle, oui, ce sont les dispositions contenues dans le projet de réforme constitutionnelle. Très bien. Et qui devaient lui permettre de dérouler le programme qu'il a prévu pour les 5 ans. Soit. Mais lorsque lui-même dit, si la réforme ne passe pas, lui va faire le mandat unique, qu'est-ce qu'on fait de cette phrase-là? Non. C'est pourquoi il dit au moment où il disait cela, il était dans un schéma donné. Dans un schéma. Il était sûr que la révision allait passer. Très bien. Puisque lui, il était de bonne foi. Et qu'il estimait que, et c'est pourquoi j'ai dit, même s'il a été dans les coulisses de la politique, il n'a jamais été un acteur de premier plan de la politique, dans la politique. Donc lui étant de bonne foi, a misé sur la bonne foi des autres et s'est dit, on va y aller, je vais faire ce que j'ai à faire, je fais ma transition, je me replie et je laisse continuer. Malheureusement, ces interlocuteurs ne l'ont pas suivi, on dit, on n'en veut pas. Pour la ruser. Et c'est pour ça, non, je vais vous parler de cette affaire-là. C'est pourquoi le 7 avril 2017, quand on lui a posé la question, il n'a plus dit ce qu'il disait, il a dit « j'aviserai ». Parce qu'il a reçu un choc. Il s'est dit « mais comment? Avec toute ma bonne foi, voilà ce qu'on m'oppose. Est-ce que là, ce que j'avais prévu de faire
est-ce que je pourrais vraiment y arriver? Je ne le sais plus parce que je n'ai plus les mêmes outils. Donc, j'aviserai le moment venu et il a donné les 3 conditions. Mais après, il faut voir les choses comme ça. Mais n'oubliez pas de parler de la ruse et de la rage. Hein, parce oui, que on va en parler. Je disais tout à l'heure j'espère qu'on va pas après le blocage, il y a eu d'autres occasions. Par exemple, l'occasion du référendum. Il n'est pas allé. Après ça, il n'y a pas eu de référendum. Non, je dis qu'il n'est pas allé. Il y avait eu cette projet introduit par Bruno Amoussou et autres, où ils ont dit qu'ils vont constitutionnaliser la Cour des comptes, permettre une meilleure représentativité de la femme. Vous vous souvenez d'une deuxième tentative par un collège et le chef de l'État dit qu'il renonce au référendum. À ce moment-là, il pouvait ramener le projet de mandat unique. Après ça, il a eu la majorité à l'Assemblée nationale, la preuve qui a révisé la Constitution en procédure. Mais pour aller au référendum, il faut un minimum de conditions. On ne va pas au référendum parce qu'on a décidé d'aller au référendum. Il faut forcément passer par l'Assemblée. Justement, au niveau de l'Assemblée. Je crois que M. Olidé ne nous perçoit pas encore. Après la première tentative qui a été rejetée le 4 avril, vous vous souvenez qu'il y a eu une deuxième tentative introduite cette fois-ci par les députés eux-mêmes, avec à leur tête honorable Armand Voyebla, etc., qui ont introduit une deuxième proposition. Et après, l'Assemblée effectivement prise en compte, mais a rejeté la validation. Très bien. Et le chef de l'État a fait une adresse pour dire je ne vais pas au référendum. Voilà, c'est vrai. C'est de ça qu'il parle justement. Après ça, il a eu la majorité à l'Assemblée qui a révisé récemment la Constitution. Très bien. Non, je vais revenir sur cette deuxième tentative d'abord. Oui. Sur la deuxième tentative. Cette deuxième tentative-là, les questions qui étaient prévues pour être révisées, c'était vraiment un package minimum. Qui ne prenait pas, qui ne prenait pas véritablement en compte les réformes majeures que le candidat Patrice Talon avait prévues et qui avaient été rejetées en avril 2017. Donc, moi je serais à sa place que je réfléchirais en disant simplement, écoutez, ce n'est que pour ces points-là qu'il faut aller dépenser des milliards pour organiser un référendum parce qu'il n'a pas la possibilité d'ajouter d'autres points que ce qui a été validé. Tout à fait. Non, dès que les députés... Oui, avant même l'introduction. Non, ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de l'introduction. Justement, mais ce sont ces députés, ce sont ces partisans. Mais les députés qui avaient rejeté en 2017, ils n'ont pas changé à ce moment-là. Ils n'avaient pas changé à ce moment-là. Pourquoi voulez-vous que... Pourquoi voulez-vous qu'ils reprennent... Non, c'est tellement que... Non, ils ont été attention. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais pourquoi voulez-vous que, quand il a déjà essuyé un premier refus, qu'il retourne encore pour quelque chose de moindre, qui retourne encore pour prendre le risque d'aller sur un autre refus. Il dit, bon, si vous voulez, vous-même, député, allez-y, portez ce que vous voulez porter, on va voir le résultat. Cette fois-là, évidemment, la recevabilité a été acquise, mais l'enjeu ne méritait pas qu'on investisse des milliards. Maintenant, pour la dernière tentative, vous dites pourquoi il n'a pas intégré. Il n'a pas intégré, simplement parce que, justement, il a non, même pas, parce qu'il a voulu respecter les décisions prises par ceux qui ont pris l'initiative, c'est-à-dire les décisions issues du dialogue politique. C'est-à-dire que le dialogue politique a retenu un certain nombre de points. Le chef de l'État a dit, je m'en tiens à ça. Je ne veux pas ajouter autre chose pour qu'on dise encore que, malgré ça, ça n'a pas raté. On a dit, il y a des choses qu'on n'a pas dit, bon, voilà. Pourquoi voulez-vous qu'il aille encore dans ça? D'accord. Clotaire Olidé, le président Patrice Talon dit qu'il sera candidat pour défendre nos libertés, pour défendre la démocratie. Ah, enfin. A-t-il le profil parfait? Le leitmotiv de notre opposition. Alors, a-t-il le profil parfait pour faire ça? Surtout vous, qui êtes un ardent défenseur des libertés et de la démocratie. Est-ce que vous pensez que, vraiment, après l'avoir vu à l'œuvre, il a vraiment prôné la liberté et la démocratie? Je suis et je reste un ardent défenseur des libertés et de la démocratie. Très bien, bonne nouvelle. Et je suis et je reste comme depuis toujours un ardent défenseur de l'obligation de responsabilité. Je vous mets au défi. Je le dis aujourd'hui. Et quand je dis vous, je ne parle pas que de vous deux. Je dis, je vous mets au défi d'aller sortir une seule de mes déclarations depuis que je suis engagé dans l'espace public où j'ai cautionné ou applaudi le fait que quelqu'un refuse d'assumer ses responsabilités. Jamais. Je suis contre le fait qu'on pose des actes et qu'on refuse de les assumer. Je n'interdis à personne de poser des actes. La preuve, nous, tout le temps qu'on a combattu le système Boni-Yahi, on a eu à prendre des risques. D'accord? On a posé des actes en toute responsabilité. Mais on n'a jamais dit, cet acte-là qu'on a posé, si c'est contre la loi,
que nous ne soyons pas sanctionnés. Parce que nous savions que les actes que nous posons ne contrevenaient en rien aux dispositions légales. Mais c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. On dit juste, d'accord, la liberté, mais dès lors que votre liberté commence par empiéter sur celle de l'autre, acceptez aussi de répondre des responsabilités qui vont avec. C'est aussi banal que ça. Vous pensez que ceux qui disent qu'ils sont exilés simplement parce qu'on leur a dit venez répondre de vos actes, vous pensez que en faisant ça comme ça, on enfreint aux libertés parce qu'on a dit tu as géré des deniers publics, viens en répondre. Tout de suite on dit il y a atteinte aux libertés. On est en train de faire de quoi là? Comment ils ont appelé le truc? On fait des exilés politiques. Non. La chasse aux sorcières. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je ne cautionnerai pas qu'on s'en prenne à quelqu'un qui n'a rien fait. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que vous connaissez tous très bien. L'ancien ministre candidat Zanaï. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a une poursuite contre lui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus agressé, entre griffes, le chef de l'État que ce monsieur-là? Le chef d'État Boni, parce que non, on ne le voit pas. Je dis sous le régime Talon. Non, c'est vrai que depuis quelque temps... Est-ce que le Azanaï de Boni a eu la comparaison? Le ministre Azanaï, au moment de la résistance, au moment de la résistance, 2017, 2018, 2019... C'est celui qui n'en a fait autant qu'il a fait sous... Non, moi je ne compare pas... Je ne mesure pas le degré... Mais je vous dis qu'il a dit des choses. Oui. Mais attention. Clotaire Olydie, est-ce que vous avez entendu un candidat Zanaï dévoiler aujourd'hui un secret sensible de la gouvernance de Talon, comme il aurait pu le faire sous Yahi? Moi, je ne parle pas de dévoiler. Je ne parle pas de... Non, ce n'est pas dévoiler le secret qui est liberté. Alors, liberté, c'est dire ce qu'on pense. Tout à fait. Ce n'est pas inventer ce qui n'est pas. Si quelque chose existe, il n'a qu'à le dire. S'il n'a pas dit, c'est que ça n'existe pas. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Ce dont je vous parle, c'est le fait d'avoir la possibilité de dire ce qu'on pense et de le dire parfois avec des mots très virulents, pour ne pas dire très violents. Et vous n'allez pas me dire qu'il ne sait pas le faire, lui. Mais est-ce que vous avez appris qu'il a été Est-ce que vous pensez comme poursuivi pour ça? On n'a pas poursuivi pour ses opinions. Il a gardé peut-être les liens avec Patrice Talon. Mais qu'est-ce qui empêche les autres de garder les liens avec Patrice Talon? C'était aussi facile que ça. Qu'est-ce qui les en empêche? Non, c'est trop facile ces arguments-là. Oui. Ce que je dis. Oui. Donc, aujourd'hui, allez lire les réseaux sociaux. Oui. Vous savez combien de personnes injurient le chef de l'État tous les jours? Vous pensez que c'est toutes ces personnes-là, il y a un certain Jean Poton qui a atterri récemment. Non, justement, parce qu'il a sorti quelque chose qui est faux. Mais avant ça, moi je lis Jean Poton sur les réseaux tout le temps. C'est un ami, hein, Jean Poton. C'est un ami personnel depuis de longues années. Mais je le lis depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, et je connais sa virulence par rapport au régime en place. Mais il n'a jamais été inquiété pour ça. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a été interpellé avant d'aller le chercher? S'il a été interpellé cette fois-ci, c'est une question précise. On a beau accumuler contre lui, tant qu'il n'a pas posé un acte qui contrevient aux lois de la République, je ne vois pas sous quel prétexte on irait l'interpeller. Mais en toute franchise, en votre âme et conscience, tel que le respect des libertés des autres... Je suis très libre dans mon âme et conscience, ça je peux vous le garantir. Tel que le respect des libertés des autres s'instaure et se fait prôner de plus en plus, ou par exemple, lorsqu'on remarque que quelqu'un enfreint au code du numérique, par exemple, on va le chercher nuitamment ou chez lui, etc., tel que ça se passe là, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque d'élégance dans la manière qui fait dire aux autres que c'est brutal et qu'on est dans un état de non-droit, etc. Tout ce qu'on entend. Si je comprends bien, le problème, c'est le nuitamment. Bon, mais pas forcément, ce n'est qu'un aspect. Si ce n'est pas là le problème, et que le problème se trouve dans aller interpeller quelqu'un parce qu'on lui reproche quelque chose, je ne peux pas condamner cela. Je ne l'ai jamais condamné. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer et ce n'est pas demain la veille. Parce qu'il y a eu un posez un acte, si vous posez un acte... La liberté, c'est aussi la liberté donc, au niveau de la presse et tout. Tout à fait. On ne va pas certainement prendre des exemples typiquement, mais vous savez, aujourd'hui, dans le classement des Reporters sans frontières, vous savez comment est-ce que le Bénin a sérieusement régressé. Oui, mais ça rejoint ce que j'ai dit. Ceux qui font le classement à Reporters sans frontières, leur problème n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on reproche au journaliste qui a été interpellé, mais c'est de constater que le journaliste a été interpellé. D'accord? Mais je n'ai jamais dit qu'on n'a pas interpellé de journaliste. Mais après, il y a quand même aussi... Mais je dis, quand on a fini de constater qu'il a été interpellé, il faut aller voir pourquoi est-ce qu'il a été interpellé. Il y a des lois qui encadrent le métier du journaliste, ou bien en tout cas pour interpeller un journaliste. S'il y a des lois qui ont été
enfreinte dans l'interpellation de quelqu'un, je suis certain que ça va être relevé au plan de la procédure. Ça va être relevé au plan de la procédure et ça va être corrigé. Mais moi, avant d'aller à la procédure, moi je parle de ce qui est reproché. Moi, vous êtes des journalistes, je vous comprends. Moi-même, je serai à votre place que je vais défendre ma profession. Forcément, non, si vous ne défendez pas votre profession, vous avez des problèmes. Moi, je vais défendre ma profession. Je comprends. Mais n'essayez pas de me distraire. Non, je veux rester justement sur les faits et sur la réalité. Oui. La réalité, c'est qu'en tant que journaliste, vous avez le devoir de défendre votre profession. Mais la même réalité dit que lorsque vous posez un acte qui cause dommage à autrui, vous devez en répondre. Ça, c'est de la législation, le b.a.-ba en droit. Mais il y a un mécanisme, lorsque vous êtes journaliste, il y a un mécanisme pour... Et c'est pour ça, moi j'avoue que je ne sais pas si des mécanismes ont été violés. Mais si des mécanismes ont été violés, il faut les relever. Et si on les relève et que c'est justifié, je ne vais pas venir dénoncer sur votre plateau, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas dans cette posture aujourd'hui. Mais je sais où je peux parler pour dire, attention ici. Mais moi, je ne compte pas. Vous notez des anomalies que vous relevez en restant fidèle à votre propre personnalité, vos convictions. Ce n'est pas public. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, comme Gemma le dit, la politique, c'est une question aussi de posture. Lorsque vous êtes dans une posture, vous adoptez les règles qui vont avec votre posture. Hier, acteur de la société civile, je ne demandais rien à personne avant de m'exprimer. Je peux dire ce que je veux, tant que je le pense et que je ne fais pas du tort à quelqu'un. Aujourd'hui, depuis que je suis acteur politique, ce n'est plus la même chose. Parce que je suis dans un groupe organisé. Je suis assujetti à des règles. Et lorsque je suis dans un camp, les règles me demandent, lorsque je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, de le dire à l'intérieur de ce camp-là. Si mon désaccord porte sur quelque chose qui est relatif à mon camp. Si c'est relatif au camp d'en face, mais attendez, je vais y aller à cœur joie. Je vais pas me priver. Mais si c'est dans mon camp, souffrez que je ne vienne pas l'étaler sur la place publique. Je le signale dans mon camp. Mais il y a des désaccords qui peuvent apparaître publiquement. Exactement. C'est votre propre image. C'est lorsque vous estimez que le désaccord est tel que cela devient impossible pour vous de continuer à rester là sans être en contradiction avec votre éthique personnelle. Vous pouvez dénoncer, mais la conséquence de cette dénonciation, c'est que vous sortez de ce groupe-là. Vous ne pouvez pas le faire et continuer de dire que vous appartenez. C'est pas conséquent. Je voudrais qu'on s'entende brièvement sur tout ce qu'on vient de dire. Pour clore ce chapitre, sur le plan des libertés, de la démocratie, le Bénin va bien? Pour moi, sur le plan des libertés, de la démocratie, de la bonne gouvernance, le Bénin va bien. Le Bénin peut aller mieux. Entendons-nous bien. Le Bénin peut aller mieux. Mais à la date d'aujourd'hui, je trouve que le Bénin va bien. Parce que laisser aussi liberté à tout vent, sans aucun cadrage, c'est ça aussi qui ouvre la porte à la mauvaise gouvernance. Donc on ne peut pas vouloir combattre la mauvaise gouvernance et ouvrir encore une autre porte pour lui permettre de s'exprimer. D'accord. Alors, Clotaire Olydé, on va exploiter un peu votre manteau de juriste pour recueillir votre analyse ou votre appréhension d'une question qui fâche beaucoup et qui suscite tout un tollé, notamment la question de la prorogation du mandat actuel du président de la République. La constitution du Bénin, qui a été révisée le 1er novembre 2019, dispose désormais de l'alignement des mandats, ce qui fait que l'élection présidentielle a été décalée, mais seulement en 2021, il n'y aura pas les élections générales. Mais pourtant, le scrutin a été prévu, le premier tour en tout cas pour le 11 avril, soit quelques jours après la fin du mandat, si on allait considérer les 5 ans à partir du 6 avril 2016. Les démocrates trouvent par exemple à l'heure là que sans avoir clairement dit que le mandat allait prendre fin le 5 avril, qu'eux n'iront pas aux élections. On a parlé du parrainage tout à l'heure, on n'a pas évoqué ça, mais on continue. Il y a aussi le professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle, qui a opiné sur la question et qui trouve que c'est une anomalie. En dehors de lui, il y a Joël Aïvo, évidemment, qui se fait aussi très actif sur cette question. Pensez-vous aujourd'hui que la question de la prorogation du mandat actuel du président de la République n'est pas une question chrysogène pour le Bénin? Bon, sur cette question, je dois vous dire que j'ai déjà eu l'occasion d'opiner sur cette question-là et ma religion n'a pas varié. Je crois que c'est une polémique dont on aurait pu se passer parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Que ce soit par rapport au parrainage, que ce soit par rapport aux 45 jours,
c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, à moins qu'on veuille faire du débat politicien. Si on veut rentrer dans des débats politiciens, oui, chacun peut y aller. Mais si on veut rester dans un cadre strictement juridique, je pense qu'on est en train d'enfoncer une porte ouverte. Comment? Vous savez, sur la question des 45 jours, le droit, c'est plusieurs sources. Mais toutes les sources n'ont pas la même valeur. Il y a les sources doctrinales, c'est les dernières d'ailleurs. Il y a les sources jurisprudentielles. Et il y a les sources normatives, les lois elles-mêmes. Lorsqu'une loi est votée par les personnes habilitées à le faire, qu'elle a subi toute la procédure et qu'elle entre en vigueur, c'est cette loi-là qu'on applique. Lorsqu'il y a des flous à des niveaux donnés, ou lorsque dans l'application, il se pose des problèmes et qu'on est obligé de recourir à une juridiction qui tranche dans un sens, on commence par parler de jurisprudence. Et pour qu'il y ait jurisprudence, il faut que cette position de cette juridiction-là se répète un certain nombre de fois. C'est la deuxième source. Et maintenant, quand tout ça là a été épuisé, qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, on peut recourir à la doctrine. D'accord? Aujourd'hui, notre droit positif est suffisamment clair pour qu'on veuille encore aller chercher à trouver des raisons jurisprudentielles ou doctrinales pour venir régler une question qui est clairement réglée déjà. De quoi s'agit-il? Moi, les gens parlent aujourd'hui comme si nous avons deux constitutions au Bénin. Si nous partons du principe que nous avons deux constitutions, alors on va biaiser complètement le débat. Parce qu'on n'en a pas deux. On n'en a qu'une seule. Oui. C'est la constitution du 11 décembre 1990. Mais amendée ou révisée le 7 novembre 2019. J'y viens. Laissez-moi assurer mon raisonnement. C'est cette seule constitution-là qui régit aujourd'hui le Bénin. Et que dit cette constitution? Cette constitution dit, à partir de 2026, nous irons aux élections générales. Pour avoir les élections générales, la première question à régler, c'est l'alignement des mandats. Parce que si certains ont moins que d'autres ou plus que d'autres, ça ne peut pas marcher. Donc, première chose, on ramène le mandat des députés de 4 à 5 ans. Sur cette question, quand on a dit ça et qu'on a dit on aligne tous les mandats sur 5 ans et que ça commence à opérer en 2026. Parce que ça, c'était une option. On pouvait dire c'est 2021, mais on a choisi 2026. Je vous passe les détails qui ont conduit à ça. Ça a été discuté au dialogue politique. Alors, quand on a retenu ça, comment on fait alors pour que tous les mandats commencent à être opérationnalisés en 2026? Première chose, ça veut dire que tous les mandats en cours doivent être échus. En tout cas, les derniers en cours doivent être échus en 2026. Comment est-ce que ça peut se passer? Ça veut dire quoi? Les conseils communaux élus en 2020, leur mandat devait normalement finir en 2025. Pour qu'on puisse avoir l'aliment en 2026, on leur proroge leur mandat d'un an. La Constitution l'a dit. Ça a été dit clairement. Les députés, ils vont être élus en 2023. C'est-à-dire ceux qui sont là maintenant vont finir leur mandat en 2023. Si on veut que ceux qui sont élus en 2023 finissent en 2026, on est obligé de raccourcir pour qu'ils fassent 3 ans. Il reste qui? Le président de la République. Son mandat, évidemment, va finir en 2026. Mais il se fait que... En 2026 ou en 2026? En 2026. Oui, en 2026, bien sûr. Le mandat de 2021 va finir en 2026. D'accord? Très bien. Or, la même constitution dit, en 2021, c'est-à-dire que le président qui sera élu en 2021 va être élu de sorte que son mandat finisse pour que celui qui est élu en 2026 prête serment à date échue. Si pour faire cela, ce qu'il faut faire, comme on a fait pour les autres, raccourcir certains ou rallonger pour d'autres, il faut faire en sorte que le mandat en cours puisse finir à la date où se tiendra l'élection de 2021 pour pouvoir faire coïncider en 2026. C'est aussi bête que ça. Et c'est en faisant cette juxtaposition-là qu'on se rend compte que le mandat en cours, au lieu de s'achever le 6 avril, le 5 avril plutôt, voilà, va s'achever plutôt
le dernier dimanche du mois de mai. Parce que c'est ce que dit désormais la Constitution. Oui. Quel est le problème que ça pose finalement? Alors, si on a pu raccourcir pour certains, allonger pour d'autres, pour régler une même question, pourquoi le fait de proroger pour le troisième, toujours pour régler la même question, pose problème? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, Clotaire Olide, là où se situe le problème selon les explications, Oui. c'est que par rapport au réglage que vous avez expliqué tout à l'heure, on a constaté que tous ces réglages ont été opérés de sorte à ce que tout vienne s'aligner effectivement en 2026. Très bien. Pourquoi ne devrait-on pas démarrer l'actuel mandat le 6 avril, quitte à la terminer cette mandature-là, le dernier dimanche du mois de mai? Pourquoi devrait-on prolonger sur cette mandature actuelle plutôt que d'aller la prolonger sur l'autre mandature? Vous savez, si on proroge sur le mandat de 2026, sur le mandat de 2021, ça veut dire que celui qui est élu en 2021 va bénéficier des 45 jours. C'est ce que ça signifie. Ça dit que ce dont celui qui est en fonction actuellement n'a pas pu bénéficier, ça veut dire que ça va bénéficier à l'autre. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Supposons, je dis supposons, et j'espère que c'est le schéma qui va se produire. Supposons que c'est celui qui est là, qui revient encore en 2021. Ça veut dire que dans tous les cas, il bénéficiera quand même des 45 jours. Oui, dans ce cas-là. D'accord? Ça veut dire quoi, au final? Que forcément quelqu'un bénéficiera des 45 jours. Le législateur dit, ou le constituant dérivé dit, ce quelqu'un-là, je préfère que ce soit celui qui est là maintenant. Comme il aurait pu dire, ce quelqu'un-là, je préfère que ce soit celui qui viendra après et qui peut être encore lui. Alors, donc, quand le constituant a tranché la question, est-ce que la Constitution elle-même met la prorogation sur l'actuelle mandature? Mais c'est écrit clairement dans les dispositions transitoires. Oui, mais lorsque la Constitution dit par exemple que l'élection a lieu le deuxième dimanche du mois d'avril, et qu'on dit quand même que l'alignement des mandats démarre en 2026, est-ce que c'est pas là où il y a le problème? Les gens se disent que bon, si c'était en 2026 par exemple, où on sait qu'en janvier, nous avons les communales. Je suppose, en tel mois, nous avons... Les gens sont en train de suivre l'évolution des élections. Mais la même Constitution a déjà dit que l'élection présidentielle de 2021 se tiendra conformément à la nouvelle Constitution. C'est écrit déjà dans la Constitution. Voilà maintenant la question que je posais. Oui, c'est déjà écrit. Donc, le constituant a déjà tranché la question. Donc, c'est déjà entré dans le droit positif. À partir du moment où c'est dans le droit positif et que c'est clairement exprimé, on n'a plus à aller chercher que dit la doctrine, que dit la jurisprudence, encore qu'il n'y a pas de jurisprudence dans la matière. Celui qui exprime, la volonté a déjà exprimé. Quel est le problème si ce n'est pas politique? L'autre problème, c'est, et Joël Aïvo l'a évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un peu trop facile de laisser l'Assemblée nationale décider donc, de proroger le mandat? Est-ce que après, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver dans un contexte ou dans une situation où on va dire, bon, ok, il y a un problème à régler, donc on proroge le mandat depuis 2 ans. L'Assemblée nationale n'a pas décidé de proroger le mandat. C'est ce que je veux que vous reteniez. Le mandat, suivez-moi bien. Oui. Mais la Constitution a été révisée là-bas. Suivez-moi. Oui. Le mandat est toujours de 5 ans. Oui. D'accord. Le mandat est toujours de 5 ans. Même dans la Constitution révisée. Première chose. Deuxième chose, comment on l'appelle? Vous m'avez fait perdre le fil de mes idées. Voilà, la prorogation dont il est question, elle n'est que incidente pour pouvoir régler la question de l'alignement des mandats. Justement, on ne peut pas prendre l'incidence. On ne peut pas prendre l'incidence pour un principe, pour dire demain. Demain, c'est quoi? D'autres incidents peuvent venir demain. Mais demain, c'est une question à régler, on la réglera. Et si à ce moment-là, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, et que pour régler la question, on est obligé de faire ces réajustements-là, vous ne me verrez pas en train de dire parce que c'est les démocrates. Ils ne devraient pas. Je vous dis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette émission est enregistrée. Mieux, toutes les émissions que j'ai faites depuis 10 ans, 15 ans sont enregistrées. Allez les chercher. Et ressortez-moi une seule fois où sur des principes de droit, je me suis permis la légèreté que je constate depuis quelques temps. Parce que moi, j'appelle ça légèreté de la part de théoriciens, de praticiens du droit, qui savent pertinemment ce qu'ils sont en train de dire là. Ce n'est pas ce que dit le droit, mais parce qu'ils sont dans des postures politiques, ils font croire aux gens qui sont en train de parler droit. Non,
Mais je ne peux pas politiquement, accepter ça. est-ce qu'on n'a pas besoin de Mais politiquement, s'entendre le là débat maintenant? peut se faire. Est-ce qu'on n'a pas besoin de s'entendre Si vous là voulez qu'on politiquement? fasse le débat politique, là, je peux vous suivre. Mais Mais si êtes-vous- vous voulez superposer ce débat politique au plan juridique, je ne vous suivrai pas. Mais êtes-vous, quand je dis vous, c'est pas vous, Clotaire Olidé, êtes-vous disposé aujourd'hui à écouter ces gens-là qui mettent l'accent sur cette prorogation? Pensez-vous que ce qu'ils disent mérite franchement d'être écouté? Moi, je pense que Oui. c'est le chef de l'État qui a aujourd'hui la majorité. Personne ne peut je prédire ne dirais même pas la majorité. Le 7 avril Je 2021. je vous dis, c'est le chef de l'État qui a une majorité totalement acquise à lui, à l'Assemblée nationale, avait l'intention de proroger son mandat. Ce n'est pas de 45 jours qu'il va le faire. Vous pensez que c'est 45 jours, ça va régler quoi? 45 Ça lui jours, apporte quoi? Vous répétez ce 45 jours, c'est beaucoup. que M. Tokpa nous a dit aujourd'hui. Ah, je n'ai même pas pu le suivre, j'étais dans mon village là-bas depuis avant-hier. Mais je vous dis, moi, président de la République, j'ai envie de m'éterniser au pouvoir, j'en ai la possibilité comme ça, je vais m'octroyer 45 jours, c'est quoi? C'est parce que je m'ennuie, c'est ça? Non, soyons sérieux. Je vous dis, la question de la progression n'est qu'une question incidente pour régler un problème. Et si demain, il y avait besoin de faire des réajustements de ce genre-là, et que c'est justifié, quel est mon problème à regarder si c'est M. Humbadji ou bien si c'est M. Tidi? Celui qui est là et qui a la décision à prendre, il prend une décision politique. Battez-vous pour être dans la position de prendre la décision et ça s'appliquera. C'est pour ça que moi j'ai quitté la société civile, parce que ce n'était pas efficace en termes de prise de décision. On va aborder une autre question très rapidement. C'était certainement que nous sommes pratiquement à la fin. Oui. Mais je voudrais quand même savoir, vous avez été nommé au ministère de la Communication, et je crois dans la même période que certains, dont Fred Pouenou, qui a fini par démissionner. On a eu vent donc de certaines situations, en tout cas pour ce qu'il a expliqué, il a dû partir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous êtes dans un milieu où ça ne va pas, où vous pensez que les choses ne rencontrent pas, donc vos principes, vous dénoncez, mais vous sortez donc du milieu. Alors on va parler de vos rapports avec votre ministre de tutelle. Vous êtes encore là. Est-ce qu'on peut dire heureusement que vous savez que je suis encore là. Les choses tournent bien avec votre ministre. Ben, écoutez, si je suis encore là, c'est parce que j'estime que je peux encore être là. Vous avez votre intérêt. Est-ce que c'est une question d'intérêt? Je suis dans une fonction. Vous êtes bien traité. J'exerce ma fonction. D'accord? J'exerce ma fonction selon les règles de la fonction. Tant que j'estime que je peux continuer, je continue. Le jour où j'estimerai, peut-être comme mon collègue qui a claqué la porte, que les conditions ne me permettent pas de continuer ou que je ne suis plus dans la même logique que celui avec qui je vais me retirer. Il m'est arrivé de démissionner, hein, si vous ne le savez pas. Ah oui, j'ai démissionné au moins 2 fois dans ma vie, de fonctions très intéressantes. Une fois dans le privé, une fois dans les collectivités locales. Parce que je ne me sentais plus en phase avec mon employeur, avec celui qui était mon supérieur. Ça arrive. Ça peut encore arriver, mais je n'en suis pas encore là. Est-ce que vous avez vu, lorsque Frère Pouenou était là, est-ce que vous avez vu quand même des signes qui ont montré que si vous étiez à sa place, vous alliez également Vous savez, le ministère de la Communication et de la Poste est un ministère relativement jeune. C'est un ministère qui n'existait pas avant 2019. C'est un ministère qui a été créé en septembre 2019 et qui est né de la scission avec l'ancien ministère de l'économie numérique et de la communication. Donc, quand il y a eu la scission, il a bien fallu que le nouveau venu que nous sommes puisse également s'installer, mettre en place. Voilà. Forcément, dans ces conditions-là, c'est le Benjamin qui sert, comme vous l'avez dit si bien, de cobaye les premiers moments. Donc, on a connu cette période, effectivement. Mais je dis, comme c'est des choses qui peuvent arriver et qui vont toujours arriver, pour moi, il n'y a pas encore de raison suffisante pour dire on n'en peut plus. Mais c'est moi ça. Quelqu'un d'autre peut l'apprécier autrement. Je ne vais pas le juger et je ne vais pas porter sa parole. Vous aurez peut-être l'occasion de l'inviter. On l'a déjà d'ailleurs écouté. Ah, très bien. Bon, voilà. Donc prenez alors ce qu'il a dit. Autre question à laquelle vous allez répondre à bâton rompu aussi comme ça. Le chef de l'État a dû choisir Madame Mariam Chabi Zimé Talata pour le poste de vice-présidence. Aux dernières nouvelles. Vous confirmez? Bon, c'est des rumeurs que j'ai entendues aussi. Ne confirmez pas? Je ne peux pas encore confirmer parce que je... Si il se susurrait que le chef de l'État aurait choisi le bière pour lui-même candidater. Et comme Madame Talata Zimé, 1 est du Nord, 2 est de l'Union progressiste, pour l'équilibre régional et politique,
il aurait choisi la dame, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que c'est faux, mais je ne peux pas encore confirmer. Parce que je n'ai pas encore l'information de source définitive. Mais est-ce que c'est plausible quand vous voyez le profil de... Non, ce n'est pas exclu. Un candidat au poste de vice-président. Non, vous savez, je sais que vous savez que le chef de l'État a demandé au parti de discuter pour lui proposer des candidats à la vice-présidence. Et évidemment, il y a des gens au BR qui peuvent valablement faire l'affaire. Et ça, je le confirme. Mais pour des raisons de stratégie politique... Vous ne verrez nulle part au monde des formations politiques qui n'ont pas de stratégie. La politique est basée sur la stratégie. Même ceux que vous défendez là, ils sont dans de la stratégie. Nous défendons qui déjà? Pas vous. D'accord. Je retire. D'accord. Je retire. Ceux qui jouent aux victimes là, ils sont dans de la stratégie politique. Si ça leur marche, vous allez voir, ils vont crier, ils vont bomber les muscles. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord. Mais il y a toujours de la stratégie. Et en termes de stratégie, chacun joue sa carte. Il est possible que, comme vous le dites, ce soit finalement la première vice-présidente de l'Assemblée qui soit la colistière du chef de l'État. Chiche, quand cela le tienne, nous allons y aller. Mais si c'est quelqu'un d'autre, en rien du tout. Mais si c'est quelqu'un de chez nous, au BR, qui est choisi, j'en serais encore heureux. Mais qui avez-vous proposé au BR? ABT, on a entendu beaucoup son nom. Ce qui est important, c'est celui qui sera... Après, on a entendu qu'il se serait désisté au profit de Robert Bian. Bon, ça, c'est nos cuisines internes. C'est celui qui sera retenu qui est intéressant. Donc, attendons, d'ici le 4 au plus tard, les candidatures seront... Tout le monde saura qui est retenu comme colistier ou colistière du chef de l'État. Merci infiniment, Clotaire Olidi, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Répondre en toute franchise, nous le supposons, et en toute vérité, probablement. J'ai toujours été franc. Et je vous demande, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de prendre date. Si demain, vous me voyez en train de dire le contraire de ce que j'ai dit le jour, ressortez-moi ça. J'en répondrai. Merci. Merci d'avoir été là. Vous êtes membre fondateur du parti Bloc Républicain. On a, dans cet entretien aussi, profité pour passer au peigne fin vos autres profils. Donc, les internautes, ceux qui nous ont suivis, ont suffisamment retenu. Mais quand même, la répétition est pédagogique. Vous êtes président du comité technique chargé des questions politiques, institutionnelles et électorales. Certainement parce que vous êtes expert électoral par profession. Vous êtes conseiller technique du ministère de la Communication et de la Poste. Vous êtes, disons, un ancien membre du Parti Alternatif Citoyen, ancien membre de la société civile. Merci d'avoir été là. C'est moi, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Koshimo Ngwadi, merci également à vous. Merci, Jésus. Merci aussi à tous ceux qui nous ont donc suivis en ce dimanche. On vous souhaite une bonne semaine de travail et plaisir à Dieu. On se retrouve le week-end prochain.